Donc, bonjour, chers camarades étudiants. Bonjour, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en ligne. Aujourd'hui, on va faire des séances de TD. Là, comme ça, vous serez en même temps outillés, puis vous aurez le temps de pouvoir manipuler le logiciel. Donc, on va faire la prise en main du logiciel Zotero. Et après, on va revenir sur les généralités. Donc, la première des choses à faire, parce que quand on va faire le processus, je vais vous définir les différentes phases de processus pour la recherche scientifique. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de conception, où il faut choisir le sujet. Est-ce que le sujet est intéressant? Est-ce que le sujet est faisable? Parce qu'il ne faudrait pas prendre un sujet qui n'a pas été déjà traité. Or, pour pouvoir bien écrire, en fait, cette première partie-là, il faut faire ce qu'on appelle une revue de littérature ou bien une recension des écrits. Qu'est-ce que les autres chercheurs ont déjà fait sur ce sujet-là? Or, pour faire ça, vous avez besoin de faire une recherche documentaire. Et comment faire une recherche documentaire? Donc, pour faire une bonne recherche, documentaire, donc on va structurer ce cours-là en 5 parties. On part toujours du sujet, on arrive au mot-clé. Parce que puis on ne copie pas le sujet et on colle dans l'interface d'un moteur de recherche. Parce qu'il y a des virgules, il y a les articles. Le moteur de recherche n'a pas besoin d'articles ni de virgules parce qu'il y a des mots comme influence, non. Donc, comment passer de votre sujet, comment vous allez définir maintenant les mots-clés. À partir de ces mots-clés-là, vous allez interroger des sources d'information. Les sources d'information. Et il y a une manière, comment écrire une requête pour pouvoir faire une recherche d'information. Vous allez optimiser en fait cette recherche d'information-là. Après aussi, il faut vérifier la qualité et la pertinence de la source. Et à la fin, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une veille documentaire. C'est-à-dire une veille documentaire où vous allez interroger des bases de données puis avec des mots-clés. Et lorsqu'il y a un article qui sort, qui concerne votre sujet, vous êtes averti en même temps. Donc, qu'est-ce que la recherche documentaire? C'est comme aussi, on va dire, c'est une partie de la recherche scientifique, c'est une démarche systématique. Donc, quand on parle de démarche systématique, c'est une démarche qui se fait étape par étape, qui va consister à identifier, à récupérer et à traiter les éléments d'information. Et pourquoi faire une recherche documentaire? C'est pour faire une synthèse des connaissances sur le sujet que vous devez traiter. Si on vous donne un sujet sur la dynamique de l'occupation des sols, quels sont ceux qui ont déjà travaillé sur la dynamique de l'occupation des sols? Quelles sont les méthodes qu'eux employaient? Quel type d'image ils ont utilisé? Donc, vous allez faire une synthèse de toutes ces connaissances-là et ça va vous guider maintenant. Donc, la recherche documentaire, c'est pour véritablement synthétiser toutes les connaissances sur un sujet afin de pouvoir établir une revue de littérature. Donc, pour faire cette revue de littérature-là, il faut une parfaite connaissance des sources d'information. Parce qu'il y a plusieurs sources d'information sur Internet. D'abord, il y a ce qu'on appelle les moteurs de recherche. Il y a aussi des plateformes. Il y a aussi des bases de données. Donc, il faut connaître. Et puis, au niveau des informations, les informations se retrouvent dans des documents. C'est pourquoi ici, on parle de recherche documentaire. On ne parle pas de recherche d'information. Nous, on recherche des documents. C'est dans ces documents-là maintenant que nous allons chercher maintenant l'information. Parce que quand on recherche des documents, ça veut dire, on sait
qui a écrit ces documents-là? C'est-à-dire, puis on a tous les éléments pour pouvoir identifier le document. Or, quand vous recherchez l'information directement sur la toile, souvent c'est quelqu'un qui a posté, il n'y a pas de fiabilité. Donc, on va d'abord chercher des documents. Et c'est dans ces documents-là que nous allons chercher les informations. Donc, il faut aussi maîtriser les outils et les stratégies de recherche. Donc, comme je disais, on ne copie pas tout le sujet et on plaque ça. Non, non, c'est pas comme ça. Si vous faites ça, maintenant, il faut arrêter. Et c'est pour aussi avoir une recherche documentaire, c'est-à-dire vous travaillez sur un domaine, même si les premiers travaux ont été effectués en 1980, mais on doit avoir une recherche au niveau documentaire. Donc, vous devez citer des documents récents, même des documents de 2023. Voilà. Et aussi respecter ce qu'on appelle la rigueur scientifique. Parce que lorsque vous citez des sources qui ne proviennent pas de vous, il faut dire ça, cette phrase-là, ça provient de tel auteur, tel auteur, tel auteur. Donc, on parle ici de la rigueur. Donc, quelles sont les questions préalables avant de faire une recherche documentaire? D'abord, il faut se poser la question, c'est pour quel type de travail? Je veux faire un exposé sur le sujet, c'est pour un mémoire de master, c'est pour juste un exposé qu'un professeur nous a donné. Donc, en fonction de la nature du travail à produire, on va aussi rechercher des documents. On va des documents les plus généraux jusqu'aux plus spécifiques, c'est-à-dire dictionnaire, encyclopédie, jusqu'à arriver à des thèses. Donc, il faut savoir aussi quel est le niveau attendu de l'information. On cherche une information basique ou une information spécifique. Quelle est la nature de l'information recherchée? Ce sont des données, ce sont des schémas, c'est une méthodologie. Aussi, quel est le degré d'actualité de l'information recherchée? Le degré d'actualité. Donc ça, c'est important parce que lorsque vous faites de la recherche documentaire, vous pouvez cibler, c'est-à-dire, moi, je recherche des articles à partir de 2020. Voilà. Dans le moteur de recherche, vous pouvez cibler. Moi, je veux les articles à partir de 2020. Si on ne trouve pas à partir de 2020 ou bien il n'y a pas assez d'articles, on peut revenir à 2015 jusqu'à 2010. Donc, ce sont des questions préalables à se poser avant de faire une recherche documentaire. Et voici les grandes étapes. C'est assez simple. Donc, on va définir le sujet avec les mots-clés. Donc, vous avez le sujet. À partir de votre sujet, vous passez à des mots-clés. Et ces mots-clés-là vont servir à construire une équation de recherche. Donc une équation de recherche, on peut mettre mot-clé 1 plus mot-clé 2, comme ça, et on peut construire. Aussi, à formuler la requête dans l'interface de recherche en utilisant les outils. Donc, on peut s'appuyer sur des moteurs de recherche, sur des bases de données, sur des plateformes aussi d'éditeurs. Et aussi, à la fin, il faut analyser les résultats. Il faut analyser les résultats. On voit vraiment, est-ce que ce document-là m'intéresse? Est-ce qu'il traite véritablement du sujet? Donc, pour pouvoir définir votre sujet, vous pouvez commencer rapidement par les dictionnaires, encyclopédies et quelques collections de références. Donc, ça, c'est une phase préliminaire parce qu'il y a des mots, il y a des terminologies que vous ne comprenez pas. On va dire études multiscalaires, du dynamisme. Vous allez, mais multiscalaire, ça veut dire quoi? Voilà, c'est à différentes échelles. Voilà, donc il y a des notions comme ça. Quand vous ne maîtrisez pas, vous allez au niveau des dictionnaires et des encyclopédies.
Ça, c'est une recherche préliminaire. Aussi, pour pouvoir délimiter votre sujet, vous pouvez employer le questionnement quintilien, c'est-à-dire vous allez questionner votre sujet. Le sujet parle de quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi. Hein? Ça, c'est une formule aussi pour pouvoir bien maîtriser son sujet. Si vous faites un tableau, vous avez votre sujet, vous faites ce tableau-là et vous-même, vous posez des questions sur votre sujet pour pouvoir bien cerner votre sujet. Donc, cerner, préciser et puis approfondir. Et puis, ça vous permet aussi de limiter votre sujet. Parce que quand vous allez, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver le problème. Parce que lorsqu'on vous donne un sujet, il y a un problème. Donc, vous traitez un problème. Donc, vous avez des objectifs spécifiques. Donc, vous pouvez bien délimiter votre sujet de recherche pour ne pas aller de gauche à droite, pour ne pas se disperser dans la recette. Donc, tout ça, ça fait partie de la phase conceptuelle. Donc, comment faire pour bien cerner le sujet? Donc, le quoi, c'est la description de votre activité. C'est quoi le problème? Donc, de quoi s'agit-il? Quel est l'état de la situation? Quelles sont les caractéristiques et les conséquences? Quel est le risque? Donc, c'est un peu ça le quoi. Il faut décrire l'activité. Le qui concerne des personnes. Qui a habilité ce problème-là? Va toucher qui? Voilà. Dans le qui fait ici allusion aux personnes. Le quand va être relié à ce qu'on appelle une période, une date ou une durée. Si on travaille sur les inondations, on sait que les inondations apparaissent lorsque on est dans la saison pluvieuse. Donc, on peut délimiter ça. Si on fait une étude dynamique, qu'on prend des images chaque 2 ans, chaque 3 ans, on a une périodicité d'images. Donc, ici, tout ça, ça concerne le quand. Quand, c'est-à-dire c'est la durée. Votre étude se situe au niveau de la période quand. Si on fait une étude de la pollution peut-être des eaux de surface, on peut voir en saison sèche, en saison pluvieuse. Donc, on a toujours, il faut faire ressortir cette partie-là. Le où, c'est la question de lieu. Donc, il faut bien décrire où se passe l'activité, où se passe le problème. Parce que si on est dans un contexte tempéré, tropical, ou bien on est dans un socle, dans une zone qui est dans le socle ou bien qui est dans le bassin sédimentaire, donc il faut pouvoir bien décrire le où. Et c'est pourquoi lorsque vous avez votre sujet, souvent le premier chapitre, c'est la description de la zone d'étude. On fait une description de la zone d'étude en fonction des objectifs. Si je travaille sur la dynamique de l'occupation du sol, est-ce que j'ai besoin de faire un contexte hydrogéologique ou bien un contexte géologique de la zone d'étude? Non, je n'ai pas besoin. Si je travaille sur la dynamique du sol, voilà. Donc, en fonction de votre objectif, vous faites le où, c'est-à-dire la description de la zone d'étude. Oui. Ça, c'est ton thème. Non, la dynamique de l'occupation du sol, ça, on parle un peu de la végétation. Oui, dans les types de sols, oui, mais on ne va pas faire, comment on appelle ça, mais toute la géologie sur la zone de pour parler des zones du Précambrien,
euh, le craton ouest-africain, non, non. Puis on peut, si vous voulez, hein, présenter les caractéristiques physiques de votre zone d'étude. Relief, végétation, type de sol, hydrographie, voilà. Mais si on fait l'étude au niveau de la caractérisation des linéaments ou bien des trucs hydrologiques, des trucs comme ça, là, on doit faire une bonne partie, hein, géologie même. Il faut une bonne description. Le comment, hein, donc ici, le comment va s'articuler sur la manière ou la méthodologie, c'est un peu ça. Comment vous voulez résoudre votre problème? Comment vous voulez résoudre, comment vous allez résoudre votre problème ici? Si on vous demande de faire une carte d'occupation du sol, comment vous allez faire? C'est une méthode dirigée, semi-dirigée, orientée objet. C'est quoi? Vous allez prendre des données hyperspectrales, radar, optique, ou bien c'est une fusion de optique et radar. Voilà, c'est un peu ça le comment. Donc, c'est toute la méthodologie. Et pour faire ça, il faut lire, voir qu'est-ce que les gens ont déjà fait et qu'est-ce que moi j'apporte. Parce qu'on ne fait pas seulement que du copier-coller. Au moins, qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce que mon travail apporte de plus? Et la dernière question, le pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi on mène cette étude-là, la finalité. Parce que si normalement, le pourquoi, il doit avoir normalement un intérêt scientifique. Si vous menez une étude, il doit avoir l'intérêt scientifique et l'intérêt social aussi. Parce que la finalité de toute recherche scientifique, c'est pour le bien-être aussi de la société. C'est vrai que la science tire une partie, mais la finalité, c'est pour le bien-être de la société. Donc, pourquoi mène cette recherche-là? Pourquoi je prends cette méthodologie-là? Pourquoi j'ai travaillé sur cette zone-là? Pourquoi c'est sur cette durée-là que mon étude se situe? Si je fais de la dynamique et puis je commence de 2010 jusqu'à 2023, pourquoi j'ai choisi ici cette période-là? Donc, c'est une question critique à chaque étape. Donc, il faut se poser ces questions-là. Donc, voici un peu comment ici cerner et délimiter votre sujet. Ça, c'est important. Donc, chacun a son sujet, fait son tableau et il essaie de répondre à ces questions-là. Donc, lorsque vous allez finir de répondre à ces questions-là, vous allez maintenant identifier des mots-clés. Normalement, il y a des mots-clés qui sont déjà connus que vous connaissez, mais il faut s'appuyer. Donc, dans les mots-clés, tu n'en as pas besoin d'utiliser les articles, les prénoms et les verbes. Article, prénom, verbe, ça, on enlève ça des mots-clés. Et puis, on évite aussi d'utiliser les mots comme conséquences, échange, c'est-à-dire les fonctionnalités, là. Non. Donc, rechercher des termes synonymes ou équivalents à l'aide du dictionnaire de synonymes ou il y a des dictionnaires aussi spécialisés. Adapter le vocabulaire aux bases de données choisies. Se méfier des mots polysémiques. C'est-à-dire que ce sont des mots qui ont plusieurs définitions. Donc, ce même mot-là. Entre, on peut dire entre deux choses. Entrer dans une maison. Donc il y a certains mots qu'il faut éviter en fait d'utiliser. Commencer par des recherches sur des thèmes spécifiques et si ma recherche ne donne rien, sur des thèmes plus généraux. Voici un peu. Donc, si on prend un exemple. Je ne vais pas vous donner un thème. On va prendre un thème.
Donnez-moi un exemple de thème peut-être. Non, mais pas votre sujet. Oui. Quoi? Simulation sur les... Bon, simulation sur les inondations. Bon, on va prendre cartographie des inondations à l'aide des modèles. Cartographie des inondations à l'aide des modèles. Donc, déjà, si l'objet, c'est l'inondation. Donc, au moins, inondation comme mot-clé. L'objet, c'est inondation. Maintenant, comment on veut résoudre ce problème-là? À l'aide des modèles hydrologiques. Maintenant, on peut mettre la modélisation hydrologique. Ou bien, si on connaît le nom du modèle même, on peut mettre le nom du modèle. Si ce modèle-là utilise des images, des MNT, des images satellitaires, là, on peut mettre aussi. Maintenant, on fait notre travail là. Où? Voilà, où? Donc, si c'est dans le bassin du Gourou, si c'est dans le bassin de Bonomé, voilà. Donc, on va préciser. Donc, pour choisir les mots-clés, il y a toujours l'objet, méthodologie, données, et puis où ça se passe. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez maintenant circonscrit votre sujet à l'aide des mots-clés, maintenant, on va interroger les sources d'information. Donc, les sources d'information, on a ce qu'on va appeler les types de documents, parce qu'on va rechercher des types de documents, et on a les types de ressources. Donc, on va rechercher les types de documents au niveau des types de ressources. Donc, on dit le type de document recherché dépend du niveau, de la nature de l'information recherchée. Voilà. Et les types de ressources à interroger dépendent de la nature du sujet et du type de document aussi recherché. Avant, on pouvait aller dans les bibliothèques de manière physique. Et dans une bibliothèque, on ne se déplace pas n'importe comment. Il y a toute une nomenclature pour pouvoir classer les livres et tout. Mais maintenant, nous, on fait plus de la documentation informatisée. Donc, on va maintenant aller sur la toile pour rechercher nos documents. Donc, en matière de type de documents, vous pouvez commencer, comme j'ai dit, dictionnaire, encyclopédie, pour comprendre, pour préciser un peu les différents thèmes de votre sujet. Après, vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle la monographie. Ce sont les livres ou les ouvrages pour approfondir la recherche. Donc, dans les livres, là, on a ce qu'on appelle les manuels, les précis, les actes de colloque et tout. Tout ça, ça fait partie des monographies. Au niveau des types de documents aussi, on a les périodiques. Comme son nom l'indique, ce sont les documents qui ont une périodicité. Donc ici, vous allez plus utiliser les articles scientifiques. On a aussi la littérature grise. Quand on parle de littérature grise, c'est tout ce qui est mémoire, rapport de recherche. Donc, mémoire, rapport de recherche. Quand on parle de mémoire, c'est master, normalement thèse, HDR, 2A, voilà, toutes ces choses-là. On a aussi des documents spécifiques, donc des données statistiques, c'est-à-dire quand vous avez les données sur la population de la Côte d'Ivoire, ça c'est données statistiques, donc ça fait partie de la documentation spécifique. On a aussi la documentation officielle, tout ce qui est code de l'eau, code de l'environnement, ça fait partie de la documentation officielle. Donc, si vous travaillez sur tout ce qui est préservation de l'environnement et vous devez citer peut-être des lois, il faut bien citer cela, la loi numéro tant,
écrite, voilà, avec date et numéro tout et tout. Donc, voici à peu près les différents documents que vous allez interroger. Mais ici, moi, je pense que vous pouvez plus hein, vous interroger, plus interroger les articles scientifiques, c'est-à-dire les périodiques, les mémoires, et un peu de rapports de recherche, puis les livres, bon, les livres pas trop, hein, les livres pas trop. Pour un master, hein, je pense que les thèses et les articles, normalement, ça suffit. Oui. Si on doit citer la même manière de mettre ça à la procédure, c'est non, 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 on cite, c'est-à-dire qu'on cite même la loi numéro tant, 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 voilà, on cite. Et il y a une autre manière de référencer. Puisque cette loi-là, c'est tiré d'un texte, d'un document, il y a une autre manière, hein, voilà, de pouvoir faire la référence. Donc, au niveau des types de ressources, hein, oui. D'autre manière, là, comment... Non, il y a la manière officielle, c'est-à-dire quand vous prenez déjà des informations au niveau d'une thèse, d'un article et tout, on cite le nom de l'auteur. Mais quand vous prenez au niveau de ces documents-là, il faut citer directement la loi. Voilà. Ça vous citez directement la loi numéro tant, 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 voilà. On cite directement la loi. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Plus, bon. Et au niveau des lois, comme on n'utilise pas trop ici, mais on cite parce que normalement, quand on cite directement la loi, on n'a plus besoin de mettre la loi, les références. Voilà. Puis, puisque dans la citation, on a dit loi numéro tant, si c'est voilà, décret officiel de le 2014, tout et tout. Donc, puis ici, on a donné toutes les références. Donc, on n'a plus besoin d'aller encore dans les références quand on liste là. Vous dites loi, tant, 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 tant. Non, non, non. Voilà. Mais monsieur, moi, c'est que je n'arrive pas compris. Supposons que je prends votre thèse. Je regarde dedans, vous avez écrit peut-être une loi. Vous avez cité une loi pour une thèse. Si je vais citer la même loi, est-ce que je peux les citer ou pas? Non. Est-ce que c'est moi qui ai créé la loi? Ce que j'ai pris dans votre document. Ben, ça, moi, si j'ai pris d'un autre document, ou bien, vous voyez un peu. Donc, voilà, vous interrogez directement la source. Puis, monsieur le directeur. Au revoir. Parce que souvent, vous aimez citer les in. Si vous voyez que il y a une information, mais il y a une source dans une texte qui vous intéresse, vous-même, vous voyez la source et puis vous allez rechercher l'information directement. Donc, vous citez directement la source. Maintenant, si vous n'arrivez pas à retrouver cette source-là, c'est dans ce seul cas-là, maintenant, vous dites in maintenant. Vous dites c'est dans la thèse de temps, mais c'est dans le mémoire de temps que j'ai lu ça. Voilà, parce que vous n'arrivez pas à retrouver. Donc, vous vous protégez en même temps. Voilà. Moi, ce n'est pas moi, j'ai dit ça, mais j'ai vu ça dans tel document. Voilà. Oui. On a un article qu'on a pas. Vous pouvez reformuler. Normalement, quand on cite textuellement, on met ça en gris, ou bien des lectures comme ça. Et après, et après, on met la source. Mais on peut reformuler aussi. Voilà. Vous pouvez reformuler, mais on met toujours la source aussi. Voilà. Ceux qui sont en ligne, il n'y a pas de préoccupation. Hachi, plus la présentielle normalement. Il est où? Monsieur, aujourd'hui, j'ai eu un empêchement. Ah oui, Hachi.
Ah, tu as eu quoi, un empêchement? Monsieur, Donc, tu as basculé en ligne. c'est juste pour aujourd'hui. Bon. Donc, ceux qui sont en ligne, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questions. OK, donc on Bon, continue. actuellement, ça va. OK, d'accord. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de présenter les différents types de documents. Donc, on a commencé par les documents tels que les dictionnaires, les encyclopédies. Nous avons pu aussi toucher la monographie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les livres et les ouvrages, les périodiques, articles scientifiques, et puis quoi encore? Documentation officielle et documentation spécifique. Maintenant, ici, c'est les types de ressources. Donc, les types de ressources, comme je disais, vous avez des catalogues de bibliothèques, des bases de données, plateformes de tuteurs et des moteurs de recherche. Donc, ici, comme les catalogues, vous avez déjà cette définition ici. Je ne vais pas revenir. Mais ce qui va plus nous intéresser, ce sont les bases de données. Ici, les bases de données, vous avez cette base de données, la thèse.fr, voilà, qui peut être utile parce qu'ici, il y a beaucoup de thèses aussi qui parlent de la télédétection. Donc, ici, thèse.fr. Il y a aussi Sciences Directes. Sciences Directes, hein, vous allez trouver des articles un peu spécifiques. Mais ici, dans Sciences Directes, souvent, il y a des articles qui sont accessibles, mais il y a d'autres qui sont payants. Donc, ça dépend. Voilà. Et maintenant, vous avez des moteurs de recherche. Et pour les moteurs de recherche, il y a une documentation qui va suivre parce que ça, c'est les Sirius, là, c'est un peu de truc. Donc, on a les moteurs de recherche généraux comme Google Scholar, Microsoft m'a fait, je pense aussi, comme moteur de recherche, tout et tout. Mais nous, on va plus utiliser les moteurs de recherche académiques ou universitaires, comme Google Scholar, Semantic Scholar, Synapse, Dimension. Donc, il y a une documentation qui va suivre sur la plateforme où il y a différents moteurs de recherche qui sont listés. Peut-être des moteurs de recherche même qui sont faits à partir de l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on a transformé notre sujet maintenant en mots-clés, on sait quel type de document rechercher. On sait la source de l'information, c'est-à-dire on va interroger soit le moteur de recherche ou une base de données ou une plateforme d'éditeur. Donc, maintenant, on va passer maintenant aux opérateurs de recherche. On va passer maintenant aux opérateurs de recherche. Donc, on dit, qu'est-ce qu'un opérateur de recherche? On dit, c'est un mot ou un symbole utilisé pour spécifier des relations entre deux ou plusieurs thèmes de recherche. Ici, entre deux ou plusieurs mots-clés pour être simple. Donc, parmi les opérateurs de recherche, il y a des opérateurs, on parle d'opérateurs booléens. Les opérateurs ici booléens, ce sont les opérateurs comme et, ou et sauf. Donc, on a trois opérateurs ici booléens. Puis, on a les opérateurs aussi de proximité. Et on a les opérateurs de troncature. Tout ça qui sont disponibles. Donc, quand on prend déjà, utilisez-moi, ça c'est pas bien grave, utiliser les équations. Allons-y ici. Donc, ici, on montre un peu, donc, opérateur logique ou booléen et ou sauf, opérateur linguistique
Donc, dans les opérateurs linguistiques, on a les opérateurs de truncature et opérateurs de proximité. On a les opérateurs aussi numériques ou arithmétiques, de présence, exclusion, déplacement et de tri. Quand on prend les opérateurs logiques, si je dois faire une recherche documentaire et ici j'ai ciblé 3 mots-clés: télédétection, sigle, hydrologie. Si je prends l'opérateur de recherche ou, donc on est dans télédétection ou sigle ou hydrologie. Donc, il va me rechercher toute la documentation qui a au moins un de ces documents-là. Soit c'est l'hydrologie, soit c'est la télédétection, soit c'est le SIG. C'est-à-dire, si une information parle de un des mots-clés, il prend en compte. Donc, ici, on parle de l'union. Il regroupe selon l'union des références comportant soit l'un, soit l'autre des critères. Ici, il fait une union. Si je prends l'opérateur booléen et ici, il va faire une intersection de critères. Il va chercher les documents qui parlent à la fois de la télédétection, des SIG et de l'hydrologie. Il va chercher, voilà. C'est-à-dire, quand j'ai un document ici avec le « et », ça veut dire que ici, ce document-là parle des 3 critères, Si je fais une exclusion avec « sauf », c'est-à-dire, je fais ici télédétection ou si, sauf hydrologie, il fait une exclusion. Il cherche tout ce qui concerne la télédétection et les signes, et puis il exclut l'hydrologie. Si je faisais télédétection et signes, sauf hydrologie, vous voyez, là, il allait prendre l'intersection là, et puis, donc, on allait avoir seulement que cette partie-là. Si c'était et ici à la place, vous voyez, et donc c'est cette partie-là. Puisque normalement, le et c'était tout ça, mais comme c'est sauf hydrologie, donc on enlève la partie. Voici de l'hydrologie. Donc, voici des méthodes scientifiques pour pouvoir faire maintenant vos différentes recherches documentaires. Donc, il ne faut plus aller, maintenant, vous devez plus prendre tous les sujets et puis aller déposer ça maintenant dans Google. Et puis vous tapez, entrez. Maintenant, vous avez combien de résultats? Au moins 1000 et puis vous cherchez. Voilà. Non, non, non. Il faut maintenant employer une démarche systématique. Voilà. Pour faire de la recherche. Maintenant, souvent même, on recherche, donc, on a parlé ici d'opérateurs linguistiques, donc on a les parenthèses. Donc, les parenthèses, elles vont permettre de pouvoir combiner les opérateurs booléens. Donc, on peut mettre une parenthèse. Ici, je vais voir exemple, télédétection et hydrologie, Côte d'Ivoire ou Sénégal. Ça veut dire ici, je vais rechercher des informations, des documents qui parlent en même temps de la télédétection et de l'hydrologie, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ici, c'est bien les parenthèses. Les guillemets. Ici, les guillemets, ça vous aide parce que souvent, on veut faire une recherche sur une expression. Mais si vous tapez analyse multicritère à référence spatiale dans un moteur de recherche, lui, c'est comme s'il y avait un ou entre les lettres. Si vous tapez, ou bien si vous ne prenez pas votre là. Donc, si vous saisissez analyse multicritère à référence spatiale, lui, il voit ça comme
multicritère, spatial, analyse, c'est-à-dire, voilà, il prend chaque mot comme ça. Mais si on veut garder l'expression exacte, quand on met des guillemets, donc ça respecte maintenant les mots. Donc, il va chercher analyse multicritère à référence spatiale. Voilà. Donc, on a aussi bon, les troncatures comme l'astérisque. Et puis, souvent, si vous cherchez des fichiers spécifiques, soit des PDF, soit des PowerPoint, donc vous pouvez utiliser l'opérateur type de fichier. OK. Donc, lorsqu'on va maintenant se lancer dans la recherche documentaire, on peut être confronté à deux problèmes ou à deux situations. Soit on a trop d'informations, soit on a peu d'informations. Donc, ici, donc on parle de la notion de bruit ou de la notion de silence. Donc, si j'ai trop de résultats, c'est-à-dire je fais une recherche et puis j'ai 1000, donc je me perds moi-même de mes résultats, ici, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et l'information pertinente est noyée en fait dans l'ensemble. Donc ici, il faut restreindre un peu maintenant votre recherche. Comme on peut restreindre, on peut ajouter des mots-clés plus spécifiques. Donc il y a ajouter des mots-clés, utiliser des mots plus précis, limiter la recherche à des champs précis, tout et tout, utiliser des restrictions de dates, voilà. Donc on peut comment restreindre la recherche documentaire. Si on a peu de résultats ou même pas de résultats, ici, il faut élargir la recherche. D'abord même, il faut vérifier l'orthographe aussi des mots. Parce que si j'ai mal saisi, ça va, j'aurai pas de résultats. Il faut enlever éventuellement certains mots-clés. Donc, on passe ici du spécifique maintenant au général. Donc, il faut trouver des synonymes. Si on parlait de... Si vous avez mis image, quoi? Image satellitaire à très haute résolution spatiale. Donc, vous pouvez mettre seulement image satellitaire simplement. Voilà. Donc, ici, il faut savoir, si je veux restreindre ici ma recherche, je peux utiliser les guillemets. Ici, je peux utiliser les guillemets ou bien faire une comparaison avec les parenthèses, une combinaison avec les parenthèses et avec les opérateurs booléens et ou et sauf. Donc, on peut vous demander, vous faites une recherche sur un thème bien précis, il n'y a pas d'information. Qu'est-ce que vous faites? Donc, il faut... Après, il faut vérifier la qualité. Après, il faut vérifier la qualité, la pertinence des informations collectées. On doit vérifier, est-ce que vraiment, pourquoi évaluer ces sources. Donc, un travail de recherche doit s'appuyer sur des informations fiables. Cela est particulièrement vrai lorsque les recherches portent sur des sites web. Donc, toute information dont on ignore la provenance devrait a priori être déplacée. Ici, normalement, le a priori, je dois l'écrire en italique. Donc, tout ce qui est en latin, on l'écrit en italique. Donc, pour vérifier, on va voir l'auteur, c'est qui est l'auteur, l'éditeur de la ressource, la date de publication, le domaine,
l'objectif, notoriété, indice de popularité, le contenu de l'information qui est fait. Donc, ça va nous permettre de voir est-ce que ce document-là est fiable. Donc, ça, c'est un peu les critères. Quand on prend un article scientifique, tu connais l'auteur, tu connais la revue, le nom de la revue, et la date de publication, on connaît aussi. Et normalement, la plupart des articles scientifiques, il y a un domaine, c'est-à-dire un article scientifique a toujours ce qu'on appelle un identifiant. Donc, vous allez voir les grandes revues, les articles scientifiques, les livres, et tout, ils ont un identifiant, c'est-à-dire ils ont un numéro. Quand vous faites la saisie sur Internet, vous allez maintenant vous trouver les références même. Donc, l'objectif, la notoriété, ici au niveau de la notoriété des revues scientifiques, puis on va parler de, comment on appelle, quand on fait le cas, on parle de impact, c'est-à-dire c'est un indice qui permet de voir votre article, puis tout même votre revue, puis est cité combien de fois, impact factor. Voilà. Donc ici, on joue un peu sur la notoriété. Le contenu de l'information, puis un article, il y a toujours une bonne structuration. Introduction, matériel et méthode. Matériel, méthode, résultat, discussion, conclusion. Voilà. Donc, c'est un peu sur ça même, un peu, il est calé la rédaction même de 2 mois de master. Donc, vous avez maintenant votre document. La première des choses, on regarde le titre. Est-ce que le titre nous intéresse? Parce que c'est ça, quand vous faites une recherche, je peux vous dire, est-ce que le titre nous intéresse? Si je peux lire le résumé, je lis le résumé rapidement. Je vois la table des matières. Je vois un peu les tableaux, les graphiques, la nature du document, et je peux lire soit l'introduction et la conclusion. Et si maintenant je vois que ce document-là m'intéresse, je crée peut-être un fichier, un dossier. Et puis aussi, il faut savoir classer, parce qu'arrivé un moment, déjà quand on ne classe pas, on laisse toute la documentation au niveau de téléchargement. Et après, on peut chercher, et puis on n'a pas bien identifié, parce que quand vous téléchargez souvent les documents, ça vient avec des noms assez bizarres aussi. Voilà. Donc, souvent, il faut les renommer. Voilà. Et aussi, on peut mettre ce que je disais, la mise en place d'une veille documentaire. Ça, c'est pour être à jour. Donc, au fur et à mesure des recherches, il est recommandé de mettre en place une veille documentaire de l'information. Donc, cela va vous permettre d'être alerté lorsqu'il y a de nouvelles publications sur votre sujet. Parce que vous, votre sujet, vous avez déjà défini des mots-clés. Donc, vous allez interroger peut-être les bases de données comme Google Scholar, Sémantique. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle publication qui est en rapport avec vos mots-clés, ils vous envoient en même temps une alerte. Vous recevez un message sur Gmail ou bien tout ça. Il y a tel article qui vient d'apparaître. Voilà. Et maintenant, vous regardez si ça vous intéresse. Voilà. C'est bon? OK. Donc, pour faire la mise en place d'une veille documentaire, pour faire la mise en place d'une veille documentaire, ce n'est pas compliqué. Normalement, vous avez une adresse mail, vous interrogez une base de données, vous avez vos mots-clés et vous pouvez mettre en place. Voilà.
Oui. Mm. Oui. Ici même, oui, mais parce que ici, bon, peut-être on ne publie pas assez, mais la plupart des thèses, tout et tout, il faut introduire, c'est-à-dire maintenant quand vous allez bien introduire, vous allez voir, ici on ne tue pas les thèses facilement. Voilà. Donc, si vous travaillez sur un sujet, votre encadreur va vous dire, ah, il y a tel enseignant qui a déjà travaillé dessus. Donc, il faut, il va t'envoyer sa thèse, ou bien lui-même va entrer en contact avec l'enseignant, voilà, pour avoir la thèse aussi. Donc, c'est comme ça. Moi, je travaille avec une étudiante qui travaille sur les histoires d'indices bitumineux. Hein. Donc, il y a un enseignant ici, à lui a fait, lui, sa thèse. Donc, j'ai demandé la thèse, et puis j'ai donné à l'étudiante. Voilà, pour lui, c'est un peu ça. Mais lui, sa thèse, par contre, quand vous faites une recherche, ça est dans... Il y a des archives, là. Il y a l'archive, on note HAL. Donc, c'est très bon aussi, voilà. HAL, thèse.fr. Voilà, je pense que ici, vous pouvez interroger, c'est HAL ici, même votre mémoire de master, si vous finissez et que vous êtes très content de votre rédaction, vous pouvez faire la publication même. Puis voilà. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, quand vous finissez de faire la soutenance, si vous prenez les observations en compte, si c'est bien rédigé, on publie ça sur les... C'est des actifs, voilà. Là, comme ça, on n'a plus besoin. Nous-mêmes, à l'UF, on devait avoir un site ou bien une documentation où on capitalise tous les mémoires qui ont été soutenues. Mémoire, thèse, tout et tout. Là, comme ça, quand un étudiant, voilà, il demande, voilà, vous avez une information. Oui. Il y a les publications payantes, il y a des publications aussi gratuites. Voilà. Donc, on a la mise en place. Donc, pour la mise en place, voilà, ça, vous pouvez faire ça simplement. Donc, je disais, pour la mise en place, il faut soit un courriel, hein, soit un moteur de recherche, et puis vous faites en même temps votre veille documentaire. Lorsqu'il y a un article qui sort ou bien une thèse qui est publiée, qui est dans votre domaine, vous avez automatiquement un courrier qui dit il y a tel article qui est sorti dans tel domaine, tout le temps écrit par voilà. OK. Ceux qui sont en ligne. Donc, voici un peu la première partie. Ça, c'est la recherche documentaire informatisée.